Bonsoir à tous, bienvenue dans la bande à Carlyle. Je suis heureux de vous retrouver en compagnie de mes chroniqueurs et de notre invité du jour, Slimane Trera, auteur de La fin des potes, autopsie d'un universaliste, publié chez Mindset Édition. Bonsoir Slimane. Bonsoir l'équipe, merci de l'invitation. On débute avec l'édito de Cara. Exactement, donc le mot liberté, égalité, fraternité, c'est la devise de la République française. Elle signifie la lutte contre les inégalités, les divisions et abus de pouvoir. Trois valeurs fondamentales qui définissent la société française aujourd'hui et la vie démocratique. La liberté ou le droit de vivre librement, libre de toute oppression ou de restriction. L'égalité, il ne s'agit pas uniquement de traiter égal à égal les individus, tout le monde doit être égal devant la loi. Et pour la fraternité, Carlyle, avec l'idée que nous devrions tous ou toutes être solidaires les uns envers les autres, au fond, il s'agit de solidarité. L'association de ces trois concepts, liberté, égalité, fraternité, définit un ensemble de valeurs et un mode de vie avec lequel nous, la plupart d'entre nous, sommes d'accord. Ce concept est tiré de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, mais est attribué à Robespierre. Donc Robespierre, l'un des révolutionnaires et abolitionnistes de l'esclavage. Marc-Olivier Prady du think tank Terra Nova explique que les trois mots sont les mêmes, mais la signification a changé, que la fraternité est le terme qui pose potentiellement le plus de questions des trois. Il ne s'agit pas seulement d'un attachement au pays, mais aussi à des relations de la vie de tous les jours. La question est donc la fraternité a-t-elle encore un sens en France? A-t-elle sa place sur les frontons des édifices publics en France? Merci beaucoup, Cara. Report de Slimane. Oui, encore plus aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé dernièrement, dissolution, nouveau gouvernement, politique d'austérité menée par un gouvernement de droite conservatrice. L'égalité, c'est un grand mot, mais si on ne met pas les moyens, si on réduit les moyens, le non-accès aux services publics, le non-accès aux droits pour les plus démunis, pour les minorités qui vivent en France depuis des générations, ça fait qu'il y aura encore plus de pauvres, il y aura encore plus de discrimination, il n'y aura pas de liberté, d'égalité et de fraternité. Et comme vous l'avez très bien dit, la fraternité, il est en dernier, il devrait être en premier. La fraternité, c'est ce qui lie toutes ces valeurs. Et on oublie aussi la liberté de conscience, la laïcité, le combat laïque. Si on veut faire comprendre aux personnes que concrètement, ils ont leur place dans ces sociétés, sans papier, avec un titre de séjour, avec une carte d'identité française, dans ce pays, ce beau pays, il faut le montrer par les preuves. Et les preuves, c'est des engagements budgétaires que doit faire un gouvernement digne de ce nom. Parlant d'engagement, votre vie est rythmée par de nombreux engagements. Concrètement, c'est quoi l'engagement pour vous? L'engagement, moi je l'ai commencé depuis tout jeune. J'ai créé ma première association à 17 ans au lycée, elle s'appelait Jeunesse en Mouvement. Et du coup, on a fait des projets pour les jeunes de mon quartier. Moi j'habite la banlieue nord, Épinay-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis, ce beau département, jeune mais pauvre, jeune et divers. Du coup, c'est commencer à faire des petits projets pour améliorer le cadre de vie en bas de son immeuble, dans son quartier, dans sa ville, dans son département, en France. Et du coup, j'ai commencé comme ça. Et puis, au fur et à mesure des rencontres que j'ai eues, j'ai fait l'université, j'étais un peu syndicaliste à l'UNEF. Et puis après, j'ai décidé de passer à un step supérieur, aller à SOS Racisme, et de se dire, il faut lutter contre les discriminations. Et ces belles valeurs, pour moi, ce n'est pas qu'une utopie, c'est quelque chose de réel, un engagement réel. Et je me suis dit, quelle était la meilleure structure pour pouvoir lutter contre les racismes et les discriminations à l'époque, c'est-à-dire en 2008, j'avais 20 ans. Et je me suis dit, c'est SOS Racisme, en devenant le responsable national des étudiants des SOS Racisme partout en France. Et du coup, de se dire, avec eux, on pourra vraiment faire avancer la cause en faisant des testings, en faisant un certain nombre de choses pour améliorer le quotidien, notamment des habitants des quartiers populaires. Pour moi, l'engagement, c'est en soi. C'est déjà prouver qu'on existe. C'est un cri du cœur. C'est quelque chose qui vient du plus profond de soi. Et on se dit,
on ne peut pas laisser les choses comme ça. Je ne peux pas passer à côté d'un SDF sans lui donner une pièce. Je ne sais même pas s'il a des intentions bonnes ou pas. Ça fait partie de moi. Et ayant des parents originaires de la région de Caille, du Mali, les Maliens sont très solidaires avec les désœuvrés, les personnes en situation de handicap, et les personnes âgées. Ils sont très solidaires. La solidarité, elle est automatique, elle est naturelle. Mais en France, la solidarité, elle n'est pas la même que celle que j'ai appris, moi, en France, parce que je suis né en France. Et même s'il y avait un petit village à Épinay où j'habitais avec mes parents, eux, ils m'ont appris ce que c'est la fraternité. Et ils n'avaient pas besoin d'aller à l'école française pour le savoir. Et je l'ai appris à leur côté. Et c'est partager ce qu'ils m'ont transmis. C'est pour ça que je me suis engagé pour la lutte contre le racisme et les discriminations, tout d'abord avec SOS Racisme, puis avec la Fédération nationale des maisons des potes. Moi, je veux qu'on reste vraiment sur le concept de fraternité avec ce qu'on vit aujourd'hui au sein de l'Hexagone. Sommes-nous tous frères en France, Kara? Eh bien, malheureusement, le concept est beau, mais la pratique ne suit pas. Parce qu'aujourd'hui, si on prend ces trois mots, liberté, déjà en matière de liberté, donc il y a des minorités qui n'ont pas assez de liberté en France. Ils sont indexés, notamment les gens de couleur, les femmes, les homosexuels. Souvent, ce sont des gens qui sont un peu marginalisés. Et même si dans la loi, ils sont protégés, mais on n'est pas égaux devant la loi dans ce sens-là. Ensuite, et si on parle de l'égalité, même le président Sarkozy, j'ai regardé un de ses propos, il disait qu'il ne croit pas à ce mot égalité, alors qu'il a été président de la République et qu'il l'a laissé sur les frontons des édifices. Il dit qu'il ne croit pas parce que la vie, ce n'est pas un nivellement. On ne peut pas tous être égaux, selon lui. Et donc, quant à la fraternité... c'est une égalité ou pas? C'est une égalité. Ben justement, voilà. On ne peut pas tous être égaux, oui, on ne peut pas être tous égaux, mais l'objectif de l'État ou la mission de l'État, c'est que tout le monde soit déjà égaux devant la loi. Ce n'est pas le cas aujourd'hui en France? Ce n'est pas le cas, parce que quand on est riche, on peut se payer un avocat, un bon avocat pour se défendre. Et quand on n'est pas riche, souvent, et donc c'est avec ça qu'il y a souvent des erreurs judiciaires, parce qu'on est mal défendu. Beaucoup de gens sont mal défendus ici en France devant la loi. Donc quant à la fraternité, comme il le dit aujourd'hui, ça a quasiment perdu son sens. Et voilà, aujourd'hui, si on entend certains propos, on croit qu'on n'est pas dans le pays de la fraternité. Slimane, vous publiez la fin des potes aux éditions Mindset. Dans quel contexte vous écrivez ce bouquin et quel est l'objet concrètement? C'était raconter un enfant de banlieue qui a cru à tout ce que vous venez de dire et qui s'est confronté au mur du réel. Le mur du réel, c'est des discriminations systémiques de la part de l'État. Vos parents, vous avez dit, ont souffert de ça. Ils ont souffert de ça dès qu'ils remplissaient des démarches administratives. Il fallait être derrière eux, même si ils n'avaient pas besoin, ils voulaient pas d'aide. Ils n'avaient pas besoin d'aide en tant que telle, mais c'est la violence des institutions, que ce soit les institutions sociales ou à l'école, qu'on les prenait de haut. Et ça, c'est incroyable. Mais vous-même à l'école aussi, pardon, j'ai repéré un passage assez intéressant dans le bouquin qui dit « Une chose m'interpelle, alors plus je gravis l'échelle universitaire, moi je croise des jeunes noirs et maghrébins. » Il y a assez de discrimination aujourd'hui dans le système scolaire, universitaire français. Oui, parce que, comme a très bien dit monsieur, c'est qu'il y a une problématique, c'est le manque de moyens. On n'est pas beaucoup à pouvoir se targuer d'avoir un bac plus 5. On n'est pas beaucoup à avoir le soutien familial suffisant parce qu'ils n'ont pas pu accéder à ces études, donc ils ne comprennent pas là où on va. Donc il y en a beaucoup qui ont besoin d'argent tout de suite parce que leur famille, elle est précaire. Donc, et les miens, c'est-à-dire les Noirs et les Maghrébins, les Asiatiques, les Roms, tous ceux qui sont minorisés, discriminés, bah, eux, ils ont encore plus de haies par rapport à d'autres qui ont des moyens, qui peuvent se payer un appartement
qui peuvent avoir le soutien financier et matériel de leurs parents, qui ont un capital culturel élevé. Et nous, on lutte contre ce déterminisme social. C'est pour ça que j'ai affronté ce mur social et territorial, parce que je viens de banlieue, je ne suis même pas parisien. Donc, du coup, c'est encore plus complexe. Donc, quand j'ai vu qu'il y avait de moins en moins les nôtres, bah, ça m'a donné, moi, en tout cas, ça m'a donné plus de force pour aller beaucoup plus loin. Et je me suis dit, je ne pouvais pas laisser cette situation-là. J'aurais pu aller dans des emplois qui m'offraient des opportunités. Vous avez un parcours universitaire assez brillant, hein, il faut préciser. Ça fait Sciences Po quand même. C'est grâce à mes parents et je les remercie tous les jours de leur soutien infaillible jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais la problématique, c'est comment faire en sorte que ces enfants de la République puissent s'épanouir. Et à ma petite échelle, j'ai essayé pendant 10 ans d'aller dans les tribunaux soutenir les victimes de discrimination, d'accompagner des personnes qui ont besoin de papiers, des demandeurs d'asile, de faire le tour de France pour faire de l'égalité une réalité. Vous voyez le slogan, c'est le résumé de ce que vous venez de dire. C'est difficile parce qu'on est en face d'institutions qui veulent prolonger ce système. Et sur ça, moi, je ne crois pas à la méritocratie. Il n'y a pas de méritocratie. Parce que ah ouais, il n'y a pas de méritocratie, c'est pas un mérite d'être seul et les autres, quand je retourne à Épinay-sur-Seine, je vais au bar PMU et je vois les miens. Non, mais il y a méritocratie s'il y a égalité des chances. Il n'y en a pas. Et je ne crois pas à l'égalité des chances. Ah ouais? Je ne crois pas à l'égalité des chances. C'est un paravent, c'est de la cosmétique, c'est des termes qu'on utilise pour dire à des gens comme nous qui sommes Bac plus 5, vous avez vu, vous avez plus de chances que les autres. Mais non, en fait, on était pareil. Moi, il y a des gens qui étaient plus brillants que moi à l'école et leur parcours s'est terminé de manière tragique. Au café du coin, en asile de fous, mort ou en prison. Et ça, c'est ce que les pouvoirs publics ne veulent pas voir. Ils balancent des concepts cosmétiques. Et du coup, moi, je lutte contre ça. Je lutte contre la déformation des mots. C'est l'égalité des places qu'on veut. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui vont à l'université, plus de gens qui ont leur bac. Moi, je me bats pour l'égalité des places et non l'égalité des chances, ou une espèce de discrimination positive. C'est pas normal qu'il n'y ait pas assez de Noirs et de Maghrébins à des postes à responsabilité. C'est pas normal qu'on ne laisse pas notre chance. C'est pas normal que... et du coup, c'est pour ça qu'on s'est battu contre un système injuste, discriminatoire. Et du coup, on a fait des actions et les militants pour l'égalité, pour la fraternité, ils se battent tous les jours pour ça. Je le fais à ma manière, je ne suis plus dans ces organisations. Vous étiez justement SOS Racisme et le mouvement des potes. Et le bouquin, c'est une autopsie de votre immersion, votre passage au sein de ces associations. Pardon, est-ce que vous pensez qu'il existe une forme de confusion entre lutte contre le racisme et communautarisme aujourd'hui? Oui, absolument. La lutte contre les discriminations, c'est comme a très bien dit monsieur, il y a plusieurs critères de discrimination, il y a plus d'une vingtaine de critères de discrimination. Ça couvre 100% de la population française, blanche comprise. Donc, ça fait que... Ah donc vous croyez bien au racisme anti-blanc, hein, ça existe? Pas du tout, ça n'existe pas. Ils sont majoritaires en France et il n'y a pas un blanc qui va dire « j'ai un problème pour trouver un emploi, pour trouver un logement, pour rentrer en boîte de nuit, pour aller au camping, pour aller dans un gîte, etc. » Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. C'est même pas un débat. C'est pas un concept qui existe, Kara? Bah non, il a si très bien dit. Ce sont les politiciens qui ont inventé ces concepts. Mais il y a des lois qui disent qu'on n'aime pas les blancs. Non, mais bon, ça, ce sont des révoltés. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent? Ils peuvent rien. Ils ne peuvent absolument rien parce qu'ils sont... C'est quoi le racisme alors? C'est le système, c'est l'État lui-même qui a érigé un système qui bloque les autres. Mais oui, il l'a très bien dit. Kara, mais c'est quoi le racisme alors? Le racisme, c'est de mettre sa race... Le racisme anti-blanc sur certaines chaînes, on ne va pas citer, mais voilà, bon... de mettre sa race au-dessus des autres. Donc, pour schématiser,
schématiser rapidement. Donc, c'est un peu l'apartheid, comme en Afrique du Sud. Hein. L'apartheid, c'était ça. Mais on ne peut pas aller jusque-là qu'il y a ce système en France. Mais c'est-à-dire, les gouvernants, aujourd'hui, n'ont pas laissé assez d'espace aux autres pour pouvoir émerger. Et il l'a si bien dit, parce que déjà, la restriction de liberté selon les quartiers, selon géographiques. En effet, selon le quartier où on habite, où on est né, et puis aussi la famille où on est né, où on a grandi. Ceux qui n'ont pas les moyens ne peuvent pas aller beaucoup plus loin. Ceux qui arrivent, comme lui, et déjà quand on arrive, maintenant il faut trouver du travail. C'est encore un autre combat, une autre paire de manches. Voilà. Donc, même après avoir fait des études, de grandes études, et puis et avoir des diplômes maintenant pour avoir le poste qui correspond en effet à cet effort. Souvent, là aussi, ça bloque. Moi, je voulais avoir rapidement l'avis de Noémie. Vous êtes encore, vous, à l'université. Est-ce que vous partagez le constat de Slimane au niveau du système universitaire ? Oui, je suis plutôt d'accord parce que c'est vrai que je le vois bien, par exemple, quand je suis en classe ou dans les amphis, on n'est pas beaucoup de Noirs ou de Maghrébins ou même de Métis. On reste quand même malgré tout minoritaire. Après, pour quelles raisons exactement, ça je ne sais pas. Est-ce que c'est des questions de stéréotypes ? Il y en a certains peut-être qui n'osent pas poursuivre en études supérieures. C'est un problème aussi, il faut dire. Oui, un manque aussi peut-être dans certaines familles précaires aussi qui n'arriveraient pas à subvenir aux besoins de leurs enfants, puisque faire des études supérieures, ça coûte cher malgré tout, surtout si on va aller dans des grandes écoles, aller à Paris, etc. quoi. Merci beaucoup, Noémie. On revient sur le cas de SOS Racisme et le mouvement des potes, c'est ça ? C'est ça. Vous dites encore dans le bouquin, avec ces organisations, je me suis rendu compte que finalement, on tentait vainement de coller un pansement sur une jambe de bois sans innover, sans jamais trouver des solutions pérennes. C'est la raison de votre départ ? La raison de mon départ, c'est un épuisement militant. J'ai vu tant de victimes, tant de choses qui m'ont touché personnellement. J'avais besoin aussi de prendre du recul, comme je l'ai dit dans mon livre. C'est à un moment donné, on n'est pas Superman. On est des organisations. Il y a plus que ça comme organisation, mais moi j'ai fait partie de 2 grandes organisations historiques en France. Et je me suis dit, peut-être qu'il fallait changer de cadre, il fallait changer de personne. Peut-être il faut une nouvelle génération, parce qu'on utilisait les mêmes recettes du passé, mais qui ne fonctionnent pas au XXIe siècle. Donc je me suis dit, je préfère partir, faire à ma sauce, créer mes propres organisations et faire comme je le fais toujours, de créer des espaces de discussion et d'échange entre des personnes qui sont non favorisées et de leur permettre leur émancipation par le travail, par l'accès au stage, par l'accès à l'apprentissage, etc. etc. Et d'être toujours un compagnon de route, parce que pote un jour, pote toujours. Donc, du coup, on a toujours cette philosophie républicaine d'accompagner des gens qui ont le plus besoin et qui n'ont pas assez d'outils. Et du coup, moi, mon rôle... C'est pas le cas de SOS Racisme aujourd'hui. Ils sont déconnectés, ils ont perdu leur boussole. C'est le constat que vous tirez? Je pense il faut qu'ils fassent un reboot et qu'ils aillent voir les jeunes qui maintenant utilisent les réseaux sociaux. Allez, à mon époque, les réseaux sociaux, ce n'était pas autant développé. On avait Facebook, c'était la fin des MSN, les débuts de Twitter. Donc vous voyez, ce n'était pas du tout les mêmes choses. C'était les débuts des créateurs de contenu. Là, je vois qu'il y a un foisonnement incroyable, des talents incroyables qui parlent de cette thématique, de toutes les thématiques qu'on vient d'aborder, et qui arrivent à faire avancer les choses plus que des organisations en tant que telles. Même si le seul problème que j'oppose, et ça c'est mon côté ancien monde, c'est du personnel au collectif. C'est-à-dire qu'il y a un problème politique systémique, comme a très bien dit monsieur, et j'aime beaucoup sa pensée. C'est-à-dire qu'on parle de problèmes, ok, éducation, logement, loisirs, etc. Mais pour faire changer les choses, comme en droit, il faut faire changer la jurisprudence, il faut faire changer les lois. Et si on ne fait pas changer les lois,
on sera toujours dans la même situation. Donc il faut aller dans des structures qui vont pouvoir faire parler aux institutions, même si cette nouvelle génération n'y croit plus trop. Ils sont plus dans l'entrepreneuriat, dans l'initiative, dans aider sa communauté, ses communautés. Elles peuvent être diverses, hein. Elles sont bleu, blanc, rouge, comme je l'ai dit. J'aime pas le mot black, blanc, beurre. Je trouve que c'est connoté, daté. Et pareil que le racisme anti-blanc, ça n'existe pas. C'est exactement ça. Carrément, j'ai une question sur vraiment la question de SOS Racisme et le mouvement des potes, ces organisations-là. Est-ce que vous pensez qu'elles sont un peu greffées désormais au système oui, à un moment donné, oui, il y a un temps, oui, c'était greffé au système le temps du président Mitterrand, donc à la gauche. Souvent, si vous avez remarqué, la plupart des dirigeants de SOS Racisme deviennent soit ministres, soit députés. Donc, ce sont des gens qui font de la politique. Hein. Voilà, ils ont une association, mais ils font de la politique. Heureusement d'ailleurs qu'ils ont existé aussi. Maintenant, ils ont perdu leur superbe. Hein. Mais heureusement, parce qu'à cette époque, c'est pour... pas de Slimane. Hein. C'est pour freiner voilà, l'élan du Front National et s'opposer aux idées du Front National. Mais donc maintenant, le SOS Racisme n'est pas ce qu'elle était avant. Il y a moins de monde, elle est moins influente. Donc maintenant, elle ne joue pas assez de rôle dans la société française. C'est d'ailleurs raison pour laquelle les politiques l'ont négligée. Complètement négligée. Voilà, on est pris par le temps. Moi, j'ai une dernière question pour Slimane. Votre modèle dans le livre, c'est Kofi Annan. Pourquoi? Kofi Annan, dès que j'étais petit, c'est incroyable. Kofi Annan qui est ancien secrétaire général des Nations Unies, il faut préciser. Incroyable de charisme, incroyable de calme. Et c'était un homme noir. C'était ça. Il y a un peu l'apparition Kofi Annan dans vous. C'est ça que je me rends compte. Mais, et moi, j'ai jamais été attiré par les figures du foot ou de la culture. Ah ouais? Pas de Messi, pas de Ronaldo? Non. Oh là là. Donc, c'était pas trop... J'aimais bien regarder, j'aimais bien écouter. Je suis toujours à jour sur ces choses-là. D'ailleurs, la cérémonie du Ballon d'Or, on peut dire qu'il y a certaines choses... On s'est fait voler, on ne va pas parler de ça. Mais il y a quelques éléments de réponse dans mon livre, et je pense qu'il y a aussi ça, cette part de l'africanité qu'on ne veut pas voir médiatiquement parlant. Ouais. Bref. Mais en tout cas, Kofi Annan, c'est quelqu'un, quand j'étais petit, parce que c'était à l'âge de 3-4 ans, c'est ma voisine qui m'a fait ça, qui m'a dit, moi j'ai dit je veux devenir Kofi Annan, je veux devenir le Superman du monde, et en mode idéal utopiste. Et je pense que la ligne de conduite qu'il a, comment il a perduré, il a même une fondation qui fait des actions pour la démocratie, etc. C'est le chemin dans lequel je m'oriente, et c'est le chemin que j'aimerais, il faut laisser une trace. Moi, j'ai fait un livre, les actions, c'est des traces, et de dire à ses enfants, parce que j'ai des jumeaux de 7 ans, et que je dédicace dans le livre, bien sûr, pour qu'ils puissent s'en souvenir, que votre père, grâce à son histoire familiale africaine et française, dans son autopsie, c'est se dire, il est là, il fait des choses pour vous et vos potes, dans le futur. J'espère qu'ils vivront on pourra plus acheter le livre après. En tout cas, pour la suite, n'hésitez pas à vous procurer La fin des potes, une autopsie d'un universaliste publié chez Mindset. En tout cas, moi, j'ai mon bouquin. Merci pour la dédicace. Tu n'as pas acheté ton livre. Oui. Je vais le lire. Rapidement, on va écouter la chronique de Noémie qui nous parle des changements prévus par la nouvelle constitution au Gabon. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Donc, le lundi 21 octobre, le nouveau projet de constitution a été rendu public par le gouvernement. Ce texte fera l'objet d'un vote lors du référendum organisé le 16 novembre prochain. Avant d'entrer dans les détails du projet de loi, je vais juste rapidement faire une brève remise dans le contexte. Donc, le 30 août 2023, un coup d'État militaire
a été menée par le général Brice Oligui Nguema, qui a donc renversé le président Ali Bongo, qui venait fraîchement d'être élu malgré les contestations. Ce coup d'État, il a mis fin au règne Bongo père et fils, qui s'est étalé quand même sur près d'une cinquantaine d'années. Donc ce coup d'État, il a été vu par beaucoup de Gabonais comme une libération et le début d'une nouvelle ère politique. Et donc à la suite de ce putsch, le général a été nommé président de la transition qui va donc s'étaler jusqu'en 2025, où il y aura donc des élections en août. Donc maintenant, pour revenir sur le projet de loi plus précisément, il y a eu plusieurs critiques et un des points qui fait beaucoup débat notamment, c'est le renforcement du pouvoir exécutif, puisque donc il est prévu que le poste de Premier ministre soit supprimé pour être remplacé par un poste de vice-président qui serait choisi par le président élu lui-même. Donc ça pose question justement concernant la séparation des pouvoirs. Le mandat du président durerait 7 ans et serait renouvelable une fois. La Constitution, elle instaurait également une fête de la libération qui serait célébrée chaque 30 août, en rappel donc au coup d'État. Voilà. Ouais, ouais. Le coup de la libération, c'est comme ça qu'il appelle. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de marquer la chute de la famille Bongo. Les conditions pour accéder à la présidence ont également été modifiées, puisque initialement il était donc prévu que le candidat potentiel soit né de 2 parents gabonais obligatoirement. Il y a eu plusieurs critiques, donc ça a été modifié et il faudrait donc être né d'au moins un parent gabonais. Malgré tout, il y a quand même des voix qui s'élèvent pour cette décision, notamment dans la presse locale, puisque ça instaurait en fait une différence entre les Gabonais dits de souche et les Gabonais naturalisés ou qui auraient la double nationalité. Dans cette constitution, on a également d'autres modifications. Donc, par exemple, le mode d'élection qui serait donc au suffrage universel direct. Le mariage sera réservé aux personnes uniquement de sexe opposé. Et donc, le gouvernement a précisé que certains éléments seraient intangibles à toute modification. Donc, ce référendum, il va réellement représenter un enjeu politique pour l'avenir du Gabon, notamment en vue des élections de 2025. Merci beaucoup, Noémie. On parle d'Halloween rapidement avec Alexandre. Exactement, drapeau flottant au-dessus du tombeau, cris, tambour, clarinette, mais pas de larmes ici. Les visages sont souriants, les rires résonnent. Donc je parle du Famandine, là où les morts sont parmi nous. Nous sommes donc le 31 octobre, date qui résonne avec la fête des morts, la fête catholique de la Toussaint ou encore Halloween pour les anglo-saxons. Mais du coup, le Famandine, retournement des morts à Madagascar, c'est un rituel assez unique où les dépouilles des ancêtres sont exhumées, habillées de nouveaux linceuls et portées en triomphe. Les familles malgaches se réunissent autour de cette coutume, renouant des liens avec des êtres chers partis. On leur parle, on les touche avec tendresse, on les honore. Donc le tombeau devient le centre d'une fête de retrouvailles intergénérationnelles. Donc même les enfants y assistent, ça peut être morbide à première vue, mais il y a une autre vision de la mort. Et il y a un devin, astrologue du village, qui va lui déterminer la date exacte ou l'ouverture du tombeau. En général, c'est tous les 5 ou 7 ans. Le 7, c'est un chiffre important là-bas et même dans d'autres cultures. Le chiffre de la perfection, c'est ça ? Exactement, et donc ils vont tourner 7 fois autour du tombeau, beaucoup danser, boire du rhum malgache aussi. Donc c'est une fête coutume, mais qui impose des sacrifices, le zébu, on dit le zoul, qui est partagé équitablement parmi les familles. Et tout ça, les morts vont être portés sur leurs épaules et s'enfermer à la fin derrière le tombeau jusqu'à la prochaine cérémonie. Et il me semble qu'il y a un déclin de ces rites. Exactement. Cette coutume, elle coûte assez cher, environ 90 €. Mais donc c'est ce qui... 90 €. 90 €, je l'ai converti en arrière, c'est une somme astronomique, donc qui vaut très cher. Donc c'est une fête de plus en plus rare en raison de ses coûts élevés, mais aussi de la religion chrétienne. Il y en a qui ne prennent plus ces linceuls qui sont faits par de la soie de verre. En fait, ça devient synthétique. Donc, il y a un peu une perte de ce rituel. Donc, on peut toujours se demander, est-ce que le Famandine résistera-t-il aux transformations sociales et économiques ? En tout cas, la question reste ouverte et l'esprit de ce rituel reste et continue de résonner à Madagascar. Merci beaucoup Alexandre, merci Slimane d'être passé nous voir. Merci beaucoup. Merci à notre éditorialiste Cara. Merci. Merci Noémie pour votre chronique. Merci à Romain Clicquot de Menc à la réalisation. Portez-vous bien. Joyeux Halloween pour ceux qui font Halloween. Bonne fête de la Toussaint pour les chrétiens. Et puis bon, à lundi. Merci.